Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par le CIC Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons évoquer un vaste sujet, celui de la facture électronique, avec des échéances qui se rapprochent. Pour m'accompagner sur ce webinaire, je suis entourée de 3 experts de notre groupe, que sont Christophe Mélian et Christian Debonnechose, qui sont chargés d'affaires spécialisés facture électronique, ainsi que par Olivier Elal, qui est responsable d'activité facture électronique. Donc, un petit diagnostic, d'abord quelques éléments de contexte pour démarrer. Selon une étude assez récente qui s'est adressée aux entreprises, à l'exception donc des pros et des TPE, un petit 80% en fait des interrogés sont au courant de cette réforme, mais néanmoins 40% n'ont pas encore de visibilité très claire sur ce qui va leur incomber et surtout à quelle échéance. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à clarifier en reposant des éléments de contexte et puis bien sûr de voir comment le groupe CIC va pouvoir vous accompagner également dans cette transition, dans cette conduite de changement autour de la facture électronique. Donc, vous allez tout au long de ce webinaire pouvoir poser vos questions dans un petit onglet questions en bas à droite. Donc, nous y répondrons à la fin. Donc nous allons démarrer assez rapidement et je vais pouvoir céder la parole à Christian. Oui, merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous propose un petit focus sur la réglementation et de regarder un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Alors, depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises qui traitent avec le secteur public, ceci quelle que soit leur taille, doivent transmettre leurs factures via la plateforme Chorus Pro, qui est un portail unique pour toutes les entités publiques. La loi de finances 2020 va généraliser cette exigence au secteur privé, puisque toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir et ensuite d'émettre des factures au format électronique. Là, on vous affiche à l'écran une partie de l'article 153 de la loi de finances. Et que précise cette loi? Eh bien, que la facturation électronique va bientôt être généralisée entre toutes les entreprises et les données de ces factures seront collectées par l'administration fiscale. Précisons également que l'adoption de la facture électronique est un mouvement à l'échelle mondiale, amorcé par des pays d'Amérique latine au début des années 2000, et qui se généralise depuis, notamment en Europe, avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Estonie. L'objectif prioritaire de cette mesure étant notamment la lutte contre la fraude fiscale et la diminution de l'écart de TVA. Alors, ce qu'il faut retenir en résumé, le premier point majeur est que toutes les entreprises sont concernées, même celles exonérées de TVA. Le second concerne le calendrier, et justement c'est pour quand. Dès le 1er juillet 2024, il y aura une obligation de recevoir pour tous, avec une obligation d'émission progressive qui sera fonction de la taille de votre entreprise. Le 1er juillet 2024, les grandes entreprises seront concernées. Au 1er janvier 2025, les ETI. Et à partir du 1er janvier 2026, tout le monde sera concerné, de la grande entreprise à l'auto-entrepreneur. Et le périmètre de la réforme concerne toutes les transactions B2B, donc entre professionnels, et B2C avec des particuliers, qu'elles soient domestiques ou internationales. Alors, de quelle façon ça va se passer? Il y a deux notions essentielles sur lesquelles on reviendra plus en détail. Il s'agit de l'e-invoicing, qui est l'échange de factures électroniques entre vous et votre contrepartie client ou fournisseur, et l'e-reporting, qui est le flux de données transmis à la DGFiP, qui est la Direction générale des finances publiques, comportant l'identification des parties et bien entendu les éléments financiers relatifs à la transaction, tels que les montants hors taxes et la TVA. Alors vous pouvez penser que vous avez encore le temps de vous intéresser à ce sujet, mais en fait c'est déjà demain, car il s'agit d'un changement majeur des habitudes, des pratiques et des outils. On reviendra également un peu plus tard sur les conséquences pour votre entreprise et son organisation. Christophe, je te laisse continuer justement sur ces notions d'e-invoicing et d'e-reporting. Merci Christian et bonjour à toutes et tous.
Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, la facturation électronique, l'invoicing, cela concerne bien l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens et ou de prestations de services qui sont réalisées entre des entreprises établies en France assujetties à la TVA. En revanche, comme toute règle suppose des exceptions, certains domaines d'activité ne sont pas soumis à cette obligation, comme vous pouvez le constater. S'agissant des 24 mentions obligatoires que vous allez devoir faire figurer sur votre facturation électronique, on ne va pas toutes les citer ici, mais retenez que ce sont principalement les données usuelles d'entête et pied de page de facture, y compris les mentions particulières comme l'exonération de TVA ou l'autofacturation. Alors, il y a quand même quelques petites nouveautés qui ont été introduites par le législateur. L'obligation de transmettre le numéro sirène du client, c'était facultatif jusqu'à présent. La typologie de la transaction de vente, bien, service ou mixte. L'option pour la TVA sur les débits, si c'est le cas, et l'adresse de livraison ou de réalisation du service, si elle est différente de celle du client. Concernant les 8 mentions complémentaires qui s'ajouteront à terme, on peut notamment retenir la minoration de prix, donc les rabais, les remises, les ristournes et les mentions d'escompte, le détail des lignes de facture, c'est-à-dire les dénominations précises des quantités, des prix unitaires de chaque bien ou de chaque service, l'éco-participation, et enfin, la date de transmission de la facture rectifiée si vous émettez une facture rectificative. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'est une facture électronique? Ou plus exactement, qu'est-ce qui n'est pas une facture électronique? Parce que c'est une confusion qu'on observe souvent entre facture dématérialisée et facture électronique. Alors, une facture électronique, ce n'est pas un PDF et ce n'est pas davantage un document numérisé. Quand on parle de facture électronique, on parle de constitution d'un fichier de données. 3 formats de fichiers sont autorisés dans le cadre de la réforme, de l'article 153. 2 formats structurés que je qualifierais de purs, qui sont l'UBL et le C2I, et un format qui est dit mixte, qui est la facture X, dont on précisera un tout petit peu plus tard les caractéristiques. On a vu l'invoicing, le e-reporting. De quoi s'agit-il? Alors, l'e-reporting complète l'invoicing pour les transactions qui ne sont pas impactées par l'obligation de facturation électronique. Alors, c'est un sujet qui est aussi structurant, si ce n'est plus, que l'invoicing, et qui est un petit peu complexe. Donc, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu, qu'on passe un petit peu de temps à comprendre de quoi il s'agit. On distingue en effet 2 types de e-reporting, celui relatif aux données des transactions et celui relatif aux données de paiement. Alors, concernant les données de transaction, cela s'applique au B2B international et au B2C, donc avec les particuliers, que ces transactions aient fait ou non l'objet d'une facture. Pour le B2B, les données à transmettre sont à peu près identiques à celles du invoicing. Pour le B2C, outre les mentions qu'on vous affiche à l'écran, il vous faudra ajouter la catégorie des transactions et, en l'absence de facture émise, le nombre et la date des transactions. Concernant les données de paiement s'appliquent aux transactions B2B internationales et B2C, ainsi qu'aux factures B2B domestiques. Ces données doivent également préciser la période au titre de laquelle le e-reporting est effectué. Il faut retenir que le redevable de cette obligation, c'est généralement l'émetteur de la facture. Si vous êtes un commerçant et que vous utilisez un logiciel de caisse, vous aurez recours au ticket Z pour récolter les informations qui sont nécessaires. Sinon, il vous faudra constituer un flux e-reporting spécifique. Concernant les délais de transmission du e-reporting, ils doivent encore être précisés par un arrêté du ministre du Budget. À ce stade, retenez simplement que la fréquence pourra être distincte entre le reporting sur les données de transaction et celle sur les données de paiement. Et elle dépendra également du régime auquel vous êtes soumis, régime normal, simplifié ou en franchise. En tout état de cause, elle sera un minimum mensuel hors régime de franchise et jusqu'à 3 fois par mois pour les assujettis au régime normal mensuel. Je cède la parole à Olivier qui va vous présenter les autres aspects, les autres points essentiels de cette réforme. Merci Christophe, bonjour à toutes et tous. Alors, évidemment, la mise en place de cette réforme, elle va mettre en évidence 4 types d'acteurs, vous les voyez affichés sur la diapositive. En premier lieu, les entreprises, bien évidemment, elles sont concernées au premier chef.
Ensuite, le portail public de facturation, donc mis à disposition par l'État, il offre un socle de service minimal et en termes de format et de protocole d'échange. Il va concentrer en fait les données de facturation et de reporting qui seront à destination de l'administration fiscale et ce sera donc le seul à être en contact avec les systèmes d'information de l'administration fiscale. Deuxième particularité pour ce portail public, il administrera l'annuaire centralisé, on y reviendra dans un instant. Troisième type d'acteurs, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, qu'on appelle donc PDP, donc sont des plateformes privées qui sont immatriculées auprès de l'administration fiscale. Elles seront les seules, avec la PPF, à être habilitées à émettre ou recevoir des factures électroniques. Ça veut dire qu'elles devront effectivement recevoir, contrôler ces factures avant de les mettre à disposition de leurs destinataires, d'extraire les données de facturation et de les transmettre à l'administration fiscale via le PPF, et de recevoir et de contrôler également les données de e-reporting pour les transmettre à l'administration. Elles traiteront également ce qu'on appellera les flux de traitement de ces factures, on le verra également. Et enfin, elles devront également être responsables de la mise à jour d'un certain nombre d'informations relatives à l'annuaire du portail public. Enfin, dernier type, ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation ou OD. Alors ça, ce sont des prestataires de services qui pourront intervenir en amont ou en aval des PDP ou de la PPF pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec les nouvelles obligations réglementaires. Donc ces opérateurs n'ont pas d'autorisation pour émettre ou recevoir des factures ou pour gérer du reporting. Elles devront le faire via les PDP ou le PPF qu'auront choisi leurs clients. Alors, tous ces acteurs devront pouvoir échanger et on a dit grâce à un annuaire. Et donc, cet annuaire, en fait, il va servir de base de référence unique et centralisée pour toute la mise en place de la facture électronique. Ça implique donc que toutes les entreprises qui doivent recevoir leur facture, que ce soit via le PPF ou une PDP, doivent être identifiées sur cet annuaire. Il va permettre de déterminer si l'acheteur utilise la PPF ou la PDP pour recevoir ses factures. Et par conséquent, effectivement, une plateforme émettrice s'appuiera dessus pour déterminer vers quelle autre plateforme émettre les factures. L'élément clé qui permettra d'identifier les entreprises dans cet annuaire, c'est le SIREN, ce qui justifie le fait que ça devienne une information obligatoire sur la facture. C'est une identification globale. On peut descendre à un niveau plus fin en utilisant le numéro de SIRET ou alors ce qu'on appelle des codes de routage qui permettront d'indiquer clairement à quels services sont destinées les factures. Comme je l'ai déjà dit, cet annuaire sera mis à jour par le PPF et par les PDP. Donc cet annuaire, en synthèse, vous le voyez, il est partagé par l'ensemble des acteurs et il est indispensable pour fluidifier et sécuriser les échanges et invoicing. Alors, au-delà de ces échanges de factures, on a le besoin de savoir également ce qui se passe sur la vie de la facture. Et donc, il va y avoir effectivement la mise en place d'un certain nombre de circuits sur le cycle de vie de la facture. En complément de ces données de facturation, acheteurs et fournisseurs, ainsi que leur plateforme, devraient être capables de mettre à jour et de transmettre ces statuts. L'objectif, c'est d'une part de disposer de statuts qui sont communs à tous et donc échangeables, et d'autre part de fixer des processus et règles de traitement des annulations et rejets de factures. Donc la mise à jour du statut repose sur l'acteur qui en est à l'origine, et ça de façon automatique. Donc l'objectif, c'est de permettre aux acheteurs et aux fournisseurs de suivre le cycle complet de la vie de la facture, donc c'est-à-dire le dépôt, la mise à disposition, la validation, le paiement, et de garantir ainsi une transparence des opérations. Ces statuts qui ont été définis par la DGFiP sont soit obligatoires, il y en a 4, soit facultatifs, il y en a 5. Vous le voyez sur la diapositive, ils sont en vert pour les obligatoires et orange pour ceux qui sont facultatifs. Rien n'empêche cependant les PDP de se mettre d'accord entre elles pour ajouter des statuts supplémentaires afin d'assurer un suivi et des acquittements de bout en bout du cycle de vie de cette facture. Alors, comment est-ce que tout ça va se mettre en œuvre? Eh bien, tout simplement, si je puis dire, la DGFiP a fait le choix d'un schéma dit en Y, que vous pouvez voir à l'écran. Ce schéma s'appuie sur une architecture mixte qui est composée du PPF et des PDP, donc le triangle qui est au milieu de la diapositive, qui constitue ensemble un réseau d'échange et de contrôle des factures et de leur statut de traitement. Donc vous le comprenez, le point clé là-dedans, c'est que
On passe d'un mode direct où le fournisseur envoie ses factures à son client ou son acheteur, à un schéma intermédiaire. Les entreprises devront obligatoirement passer par le PPF ou par une PDP pour émettre ou recevoir leur facture électronique. Donc en pratique, le fournisseur déposera sa facture sur sa plateforme de dématérialisation partenaire, qui la transmettra à la plateforme de son acheteur et qui lui remettra à ce dernier. Donc les données relatives à ces transactions et bien évidemment celles qui sont relatives aux données de TVA remonteront à l'administration fiscale, toujours via le PPF. Donc ces plateformes transmettront et recevront également toutes les informations relatives au statut du traitement de cette facture que nous avons vu précédemment. Et évidemment, on a encore les OD qui pourront aider en amont et en aval de ces échanges, les entreprises, mais ne seront pas amenées à transmettre les factures. Alors, maintenant, je vous propose de repasser la parole à Christian pour revenir un peu plus en détail sur le rôle des PDP. Alors Olivier, effectivement, nous a présenté les différents acteurs, ainsi que les règles relatives aux échanges. Et on va s'attarder un petit peu sur le rôle des PDP. Tout d'abord, l'interopérabilité entre PDP pourra suivre des règles à l'appréciation des parties, qui pourront porter sur les formats, protocoles, règles métiers. Elles pourront ainsi gérer d'autres formats et protocoles que ceux du socle, et selon les besoins de leurs clients, elles pourront par exemple transformer le format de la facture établi par les fournisseurs pour la convertir dans un format qui convienne à son client, dans des conditions assurant le maintien de l'intégrité des données, leur authenticité et leur exhaustivité. Pour être PDP, il faudra satisfaire à certaines obligations et des prérequis seront exigés. Elles devront être en règle avec leur administration fiscale. Elles devront fournir un document détaillant les moyens mis en œuvre pour garantir le RGPD. La certification ISO 27001 sera requise pour déposer un dossier, cette disposition s'appliquant aussi aux sous-traitants éventuels. Elles devront s'engager à exploiter leurs services informatiques dans un territoire de l'UE et à ne pas exploiter commercialement les données de l'annuaire. Et il y a un engagement à se soumettre à un audit périodique. Et le calendrier d'agrément est le suivant. La réception des candidatures par la DGFiP à partir d'avril 2023, qui donnera une réponse dans les 2 mois suivant le dépôt du dossier. Attribution d'un numéro d'immatriculation ou un refus qui sera motivé par la DGFiP. Et le renouvellement devra être demandé 5 mois avant le terme de l'agrément et accompagné d'un rapport d'audit. Alors, ce qui signifie, et c'est ça qui est important, qu'aucun acteur à ce jour ne peut prétendre bénéficier de ce statut. Alors, vous l'aurez compris, dans le schéma qui se prépare, le choix d'un partenaire s'avérera primordial. Il est donc nécessaire de pouvoir apprécier en toute connaissance de cause le niveau des prestations proposées par chaque catégorie de prestataires. Seuls les PDP seront en capacité de proposer l'offre la plus large. Comparé au PPF, elles pourront proposer en plus l'émission de factures vers la clientèle des particuliers, la réception et l'émission de factures en provenance ou à destination de l'étranger, donc aussi bien B2B et B2C, le traitement de formats et ou de modes de connexion spécifiques en entrée ou en sortie et par conséquent un interfaçage réel avec le SI de l'entreprise, l'application de contrôle métier ainsi que la gestion du workflow de validation propre aux règles de gestion d'entreprise, la signature électronique des factures émises. La proposition de valeur d'un simple OD sera plus limitée au regard des exigences posées par la loi. L'OD, qu'il soit un prestataire externe ou intégré dans le système de l'entreprise, a uniquement un rôle de facilitateur pour accéder au PPF ou à la PDP. De la même façon, tous les opérateurs ne proposeront pas des prestations en valeur ajoutée, notamment la possibilité de payer ou d'encaisser les factures, ou encore de financer le poste client par recours à la facturage, la gestion des litiges, des relances et le recouvrement, la préparation des écritures comptables et la facilitation des traitements réalisés par l'expert comptable de la société, la gestion du KYC, donc ce qui porte sur la connaissance client ou fournisseur. Enfin, il conviendra d'être attentif à la qualité du service client. Merci à tous les trois pour votre éclairage. Effectivement, on voit que cette réforme est complexe.
Merci d'avoir appelé le calendrier avec des échéances qui se rapprochent évidemment, puisque juillet 2024 s'impose à tous, c'est ce que nous avons vu. Merci d'avoir appelé aussi voilà, qui est concerné, pour quel type de transaction, et puis on a pu voir en détail tous les acteurs, leur mission, notamment celle sur laquelle vous avez insisté, la plateforme de dématérialisation partenaire. Je vous propose maintenant de voir assez brièvement comment nous pouvons vous accompagner dans la conduite de ce changement majeur pour votre entreprise avec notre solution e-facture. Donc, ça fait un certain nombre d'années que nous travaillons déjà le sujet. Nous allons vous la présenter également dans le contexte de notre groupe, groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec notamment sa filiale, Tiers de Confiance. Je cède la parole à Christian pour évoquer et pour présenter notre solution e-facture. Oui, alors le service CIC e-facture est opéré par Euro-Information Epithet. Euro-Information Epithet appartient à 100% au groupe bancaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale au travers d'Euro-Information, l'entité qui gère le développement, l'exploitation des systèmes d'information de l'ensemble de notre groupe. Cette filiation a son importance. En effet, Euro-Information Epithet bénéficie de tous les moyens financiers, humains et techniques de sa maison mère. Alors, les chiffres que vous pouvez voir à l'écran parlent d'eux-mêmes, hein, plus de 4000 développeurs et plus de 900 000 jours hommes de développement au niveau de notre groupe. La mission, la raison d'être d'Euro-Information Epithet sont simples et s'inscrivent totalement dans l'ADN de notre groupe. On peut les résumer de cette façon. Développer une gamme de solutions logicielles permettant d'accompagner la croissance et l'optimisation de la performance de nos clients. Proposer une offre de services simple et accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc aussi bien les entrepreneurs individuels, artisans, professions libérales, associations, TPE, PME, jusqu'à la grande entreprise. Et assurer des capacités de traitement élevées tout en respectant les plus hauts standards de sécurité, semblables aux exigences bancaires. Notre solution est un portail de gestion de factures électroniques qui permet une automatisation de bout en bout des processus achat et vente, de l'émission, réception des factures clients et fournisseurs au paiement, en passant par la comptabilisation et l'archivage GISAN. Comme vous pouvez le voir, notre outil est composé de plusieurs blocs fonctionnels, mais plutôt que de vous les détailler, je vous propose une courte vidéo. Nous allons vous présenter notre solution HBS e-facture. Le tableau de bord de notre solution HBS e-facture est composé de plusieurs blocs. Le bloc achat permet la gestion optimale des factures fournisseurs. Le bloc vente donne la possibilité de créer et de faire évoluer le statut de vos devis et factures, mais également de créer et de gérer votre base article. Grâce au bloc contrepartie, créez et gérez vos fournisseurs et vos clients en toute simplicité. Quant au bloc règlement, il vous permet une gestion complète des règlements fournisseurs et règlements clients, un suivi de tout instant. Et pour finir, le bloc affectation des factures donne la possibilité de préparer vos écritures d'achat et de vente et de les exporter vers votre outil comptable. Grâce à HBS e-facture, vous pouvez collaborer en toute simplicité avec vos fournisseurs et vos équipes, augmenter votre productivité et renforcer votre relation fournisseur, payer par virement vos fournisseurs et permettre à vos clients de régler par carte bancaire ou par prélèvement, mais également être conforme à la réglementation et aux évolutions des moyens de paiement. Mais ce n'est pas tout. HBS e-facture vous garantit une piste d'audit fiable, une gestion des factures sous tous les formats, EDI, PDF, FactureX, ainsi que différents canaux de distribution. Avec HBS e-facture, c'est la garantie d'une prise en main rapide, un accès à vos données en tout lieu, c'est aussi opter pour un service client disponible et réactif. Alors, compte tenu de ce que nous avons présenté jusqu'à présent, vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous avons l'ambition d'obtenir l'agrément de la DGFiP pour être PDP. Et on considère que aussi bien notre appartenance
au groupe bancaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale que nos choix initiaux de construction de l'architecture de notre solution valident notre positionnement en qualité de tiers de confiance. Et c'est vraiment un point capital parce que les données de facturation sont des données stratégiques de vos entreprises. Je pense qu'en matière de pérennité, notre appartenance, on vous a démontré que on pouvait faire, c'était un positionnement crédible de notre part. Et quand on apprend aujourd'hui qu'un opérateur bien connu se retire du marché français, c'est un élément qui donne à réfléchir. Et si on parle de sécurité informatique, la nôtre répond aux exigences des banques du groupe avec des serveurs qui sont localisés en France, qui sont redondés et avec des sites de secours. Pour ce qui s'agit des moyens d'authentification forte, ces moyens sont conformes au parcours DSP2 des banques et nous proposons une large gamme de solutions qui seront activables à votre demande ou au plus tard sur décision de la DGFiP à horizon 2026-2028. Alors on l'a évoqué ensemble, seuls 3 formats intégrant un socle minimal de données structurées seront acceptés dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 153 et c'est le cas du format électronique qu'on appelle la facture X. Il s'agit du format que nous avons retenu, qui a été adopté par Epitech. C'est un standard franco-allemand qui a vocation à être adopté par d'autres pays européens. On parle aussi de facture mixte ou hybride, parce que la facture X est composée à la fois d'un PDF, afin que la facture puisse être lue par un humain, et d'un fichier de données XML qui va faciliter le traitement des factures avec vos différentes contreparties par une intégration automatique. Et c'est bien la composition de ces 2 éléments qui forment la facture X. Pour aller un peu plus loin, donc CIC e-facture vous permet d'accepter aujourd'hui les canaux de réception et d'émission des factures qui sont actuellement en vigueur, parce que CIC e-facture est multiformat et multicanal. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Multiformat, nous acceptons en émission et ou en réception, selon le cas, une pluralité de formats, PDF signé ou simple, papier, format structuré. Multicanal, là aussi, CIC e-facture vous permet de gérer du courrier postal et de l'email, mais également la connexion avec le portail Chorus Pro et avec d'autres plateformes, qu'il s'agisse de portails de grands facturiers ou de portails fournisseurs. De la même façon, on facilite les échanges avec vos outils, logiciels de facturation, logiciels comptables, grâce à la mise en place de liaisons techniques dédiées. Je vous propose de nous arrêter un petit peu sur l'interconnexion de CIC e-facture et du portail Chorus Pro, parce que ça préfigure donc le schéma qui vous a été présenté et qui sera généralisé. CIC e-facture permet à ses abonnés d'adresser automatiquement leurs factures à leurs clients de la sphère publique. Mais pas seulement ça, vous pouvez consulter sur CIC e-facture les différents statuts de traitement de vos factures qui sont restitués par le portail public. Et nous recevons quotidiennement l'annuaire des entités de la sphère publique avec leur code service, le cas échéant. Donc vous l'aurez bien compris, demain encore plus qu'aujourd'hui, la notion d'interopérabilité, c'est-à-dire les échanges entre les plateformes et les entreprises, sera un élément central au cœur de la mise en œuvre des dispositions de l'article 153. Et justement, que va-t-il se passer demain ? Alors, le premier point à retenir, c'est que dans les relations interentreprises en France, il ne sera plus possible d'échanger des factures par courrier ou par email au format papier ou PDF. Ceci étant, tant que l'obligation générale de dématérialisation des factures n'est pas en vigueur, vous aurez à gérer parallèlement des factures électroniques, des factures dématérialisées, voire des factures papier, aussi bien en émission qu'en réception. Et cette situation pourra perdurer au-delà du 1er janvier 2026, car vous pourrez toujours avoir des clients ou des fournisseurs non concernés par ces obligations. Donc, en résumé, CIC e-facture vous permet à la fois de gérer la période de transition pendant la phase d'application progressive de la réforme, et de vous positionner dès à présent pour être en conformité avec cette obligation réglementaire. Je vais passer la parole à Olivier qui va vous présenter les actions que nous menons dans le cadre de cette réforme. Non, j'ai un petit peu anticipé, Christian, pardonne-moi. On va revenir un tout petit peu en arrière.
ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons aussi opté pour le choix de la piste d'audit fiable. Ça permet d'améliorer la sécurité, le contrôle et la traçabilité des opérations, aussi bien sûr pour de la supervision interne que pour faciliter les missions de vos partenaires, experts comptables, commissaires aux comptes, et également en cas de contrôle fiscal. Et vous pourrez donc ainsi apporter des éléments justificatifs sur la réalité des transactions et l'exécution de leur traitement. Alors, nativement, la facture électronique propose ces atouts de traçabilité et de fiabilité, mais avec CIC Facture, nous avons choisi d'aller plus loin en vous permettant de sécuriser la relation commerciale avec vos contreparties. Il faut en effet savoir que 7 entreprises sur 10 sont victimes ou ont été victimes d'une tentative de fraude ces dernières années. Et la fraude préférée des fraudeurs, c'est celle aux faux fournisseurs. C'est quasiment une tentative sur 2. Donc, détecter les risques a priori, avant tout traitement ou paiement des factures, c'est un enjeu stratégique pour vous. CIC Facture, afin de lutter contre ces fraudes, vous permet de gérer la connaissance client ou fournisseur, le KYC, KYS, comme on a vu tout à l'heure. Vos fournisseurs peuvent, par exemple, déposer sur le portail des documents qui sont nécessaires à ce contrôle. On vous permet aussi de vérifier votre référentiel de contrepartie à partir des bases de données d'information légale de l'INSEE. On vous permet de contrôler automatiquement les coordonnées bancaires de vos contreparties. Ça permet de vous assurer que les coordonnées bancaires que vous avez à votre disposition correspondent bien à celles de votre contrepartie. Et enfin, on vous permet pour vos collaborateurs de paramétrer des autorisations avec la possibilité de créer des utilisateurs et de leur donner accès aux différents modules à partir de profils définis. Et pour le coup, là, je laisse véritablement la parole à Olivier. Merci Christophe. Ça s'appelle les aléas du direct. Oui, donc l'objectif effectivement de cette diapo, c'est de vous montrer que Epithet est pleinement impliqué dans les travaux qui sont liés à la mise en place de la facture électronique. En fait, il y a deux groupes de travail auxquels nous participons activement. Dans un premier temps, c'est celui du FNFE, donc on en est membre. Le FNFE, c'est le Forum national de la facture électronique. Il a été créé en 2012 et regroupe un ensemble d'entreprises privées ou d'organisations. Et l'objectif, c'est de permettre une plus large concertation entre les acteurs publics et privés. Et une de ces missions, c'est d'être une force de proposition dans la définition des réglementations, de la politique publique et des mesures qui seront mises en œuvre pour inciter au déploiement de la facture électronique. Donc on joue le rôle un petit peu de contrebalancier vis-à-vis de la DGFiP pour les aider à bien interpréter ce qui se passe dans la vie des entreprises. On a également un travail que l'on mène de manière assez intensive sur la mise en place de cette interopérabilité globale entre PDP. Deuxième élément auquel on participe de façon très présente, très active également, c'est les groupes de travail qui ont été définis et mis en place par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Elle a organisé ces groupes de travail dès le début de la réflexion et nous y avons participé pour à la fois faire des proof of concept, comme on dit en anglais, donc des preuves de bon fonctionnement de l'approche, et puis au fur et à mesure des phases préparatoires de cette réforme. Et donc maintenant, nous sommes impliqués avec elle sur la mise en place de toutes les bonnes communications qui seront nécessaires pour aider les entreprises à appréhender cette réforme et à comprendre ce qu'elles ont à faire pour s'y adapter. Donc je repasse la main à Christian là, qui va poursuivre sur la présentation du CICI Facture. Oui, donc avec CICI Facture, vous bénéficiez d'un portail en mode SaaS qui peut être intégré à votre banque à distance. Ainsi, avec le même identifiant, vous pouvez accéder à vos comptes et gérer vos factures. Par ailleurs, CICI Facture a fait le choix de la modularité pour s'adapter à votre organisation, à vos besoins et à vos outils. En effet, une solution de dématérialisation doit nécessairement coexister avec des logiciels existants de manière transparente pour les utilisateurs. C'est pourquoi CICI Facture est interfaçable avec les outils de l'entreprise tels que le CRM, ERP ou système comptable, via par exemple la mise en place d'une liaison dédiée.
Cela permet, par échange de fichiers, d'automatiser et de sécuriser les transferts de données entre votre ERP et CIC Facture aux différentes étapes de traitement, depuis l'hébergement de votre référentiel de contrepartie jusqu'à l'intégration des écritures de comptabilisation, sans oublier bien sûr les flux de données de factures et de statut de traitement. Pour le mettre en œuvre, nous définissons avec vous la cartographie précise des flux qui doivent être échangés en fonction de votre organisation et des tâches que vous souhaitez exécuter, soit sur le portail CIC Facture, soit dans vos outils métiers et ou comptables. Pour continuer, être collaboratif. Alors c'est une notion qu'on considère souvent comme une ambition, alors que c'est plutôt une exigence, une nécessité. CIC Facture a été conçu dans un esprit de plateforme ouverte. On l'a déjà évoqué avec les principes d'interopérabilité et d'interfaçage. Pour vous permettre de communiquer avec l'ensemble de vos partenaires, clients et fournisseurs, experts comptables ou banques, et d'échanger des informations et documents de différents types se rapportant au cycle de facturation. Ainsi, CIC Facture, c'est la faculté d'octroyer sans surcoût un accès distant de consultation à ses contreparties afin de partager des documents de type devis facture ou des informations de type statut d'avancement du traitement et de proposer le règlement par carte de paiement. C'est aussi l'adaptabilité aux organisations de groupe, d'entreprise avec le contrat centre de services partagé qui offre une vision centralisée de l'activité de chacune des sociétés. C'est aussi la possibilité de confier des missions de gestion du cycle de facturation à son expert comptable au travers d'un point d'entrée unique qu'on appelle le PU. Ce sont également des partenariats conclus avec des organismes de référence, notamment en matière de pilotage du KYC et du KYS. Mais avec CIC Facture, vous pouvez également gérer l'ensemble de la chaîne de traitement et ainsi initier le règlement par virement, et ceci à l'aide de l'IBAN qui sera renseigné au niveau de la fiche fournisseur. Ainsi, les remises de virement seront automatiquement adressées à la banque à échéance de la facture, et vous pourrez, à l'aide des outils mis à votre disposition, modifier le compte donneur d'ordre si vous le souhaitez. Ces opérations alimentent la piste d'audit, modifient le statut des factures et informent le fournisseur via l'accès distant Epithet. Mais nous vous offrons également la possibilité à vos clients de régler les factures par carte de paiement et toujours via leur espace sécurisé Epithet. Pour ce faire, les abonnés peuvent demander sans frais un TPE virtuel qui servira à ces opérations et qui facilitera les échanges avec vos clients. Et comme pour le règlement des factures fournisseurs, ces opérations modifient les statuts de la facture, alimentent la piste d'audit fiable, et ceci en temps réel. Vous l'avez remarqué, il est donc important de disposer d'une solution complète et adaptée à la situation de chaque entreprise. Et pour utiliser au mieux CIC Facture, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner de différentes façons, tant dans l'appropriation et l'utilisation de l'outil que dans la conduite du changement. En vous faisant bénéficier d'un accompagnement au paramétrage de votre contrat, d'une assistance à la première connexion, 2 modules de formation pour vos équipes, et également de l'élaboration et l'exécution d'une campagne d'information de vos contreparties. Pour compléter, vous disposez d'un support technique composé de collaborateurs spécifiquement formés sur CIC Facture, accessible par téléphone et mail directement depuis notre portail. Et pour finir, vous disposez sur le portail d'une aide en ligne et d'une foire aux questions générales et contextuelles, toutes deux constamment enrichies. Non, Élodie, je te laisse conclure et préciser ce que les entreprises devraient faire dès maintenant. Merci à vous trois pour cette présentation de notre solution. Donc, quelques éléments à retenir. Une solution multicanal, multiformat, avec un choix de facture X, un portail collaboratif, la possibilité de régler et d'encaisser, et puis notre rôle de tiers de confiance. Tout ceci a été évoqué avec le souhait, bien sûr, d'être également une PDP à court terme. Avant de passer aux questions, effectivement, un petit rappel de qu'est-ce que vous devriez faire, enfin, comment s'atteler à cette tâche. Juste au préalable, il y a un petit sondage qui vous est posté, vous pouvez y répondre et continuer à poser quelques questions. Donc, pour faire un petit point sur ce qu'il vous faut faire dès maintenant. Déjà, par rapport à l'enquête que j'avais évoquée en tout début de ce webinaire, enquête réalisée en 2022, il faut savoir que plus de la moitié des entreprises programment un effort d'au moins 12 mois pour se mettre en conformité.
et qu'elles pensent s'appuyer sur leurs prestataires d'invoicing pour justement y arriver. Donc voilà, si on doit vous donner une petite checklist, et je ne vais pas la lire dans son intégralité, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez assez urgemment désormais nommer un référent, un sachant e-facture au sein de votre entreprise. Réfléchir déjà, cartographier et réfléchir à vos impacts sur votre organisation pour préparer et permettre cette conduite de changement, à la fois dans les processus métiers, la formation des collaborateurs. Et puis bien sûr, échanger avec votre expert comptable. Et puis, on parlait de cartographie, cartographier aussi les différents acteurs. Vous aurez sans doute plus de visibilité, comme cela a été évoqué, à partir du printemps prochain aussi. Rien n'empêche déjà de se renseigner sur les différents acteurs, mais savoir qui sera retenu aussi comme tiers de confiance par le portail national. On peut peut-être passer aux différentes questions. Quelques questions, alors je les prends un petit peu comme elles se sont présentées depuis le début de ce webinaire. J'avais quelques interrogations par rapport à des clients qui ne sont pas européens et qui n'ont pas de sirène. Donc ça a été, je pense, globalement évoqué aussi, mais on peut peut-être reprendre. Que se passe-t-il lorsque ma clientèle, effectivement, n'est pas française ? Alors, si le client, effectivement, n'est pas domestique, mais qu'il est dans l'Union européenne, ça sera donc le numéro TVA Intracom qui devra être mentionné, ou sinon, ça sera l'identifiant du référentiel du pays d'origine du client. Merci. Une question également, une interrogation par rapport à l'intégration à l'ERP. Comment est-ce qu'on accompagne nos clients dans cette intégration? Quels sont les travaux envisagés aussi en amont sur cette intégration? Non, je vais répondre. Il y a en fait une double démarche. La première, c'est effectivement pour nous, en tant que plateforme de dématérialisation de factures, d'être capable de nous interconnecter avec les ERP existants et donc de faire le lien avec des échanges de données qui sont nécessaires à la transmission de la facture, des données de facturation, et également de travailler avec ces entreprises pour justement faire peut-être parfois un bilan des outils qu'ils ont et peut-être de la nécessité d'un certain cas d'adaptation. Certains outils seront mis à jour très probablement par leurs éditeurs, d'autres seront un petit peu plus difficiles à mettre à jour. Après, pour des catégories de TPE qui utilisent des outils comme Excel ou Word pour générer des factures, parce qu'il y en a beaucoup, ben là, effectivement, le portail qu'on met à disposition via CIC Facture permettra de construire ces factures en utilisant les bonnes règles, les bons formats, et ça simplifiera également l'émission et la réception de ces factures. Merci Olivier. Une question également sur l'archivage. Oui. Excuse-moi, juste pour compléter peut-être ce que dit Olivier. Alors la problématique n'est pas forcément exactement la même si on est côté facture fournisseur ou facture client. Sur ce dernier point, on a déjà la possibilité de s'interfacer avec des logiciels de facturation. Donc, on communique un autre format de pivot qui peut être déposé ou transmis sur le portail par différentes façons, y compris par API. Et donc, à partir de là, on peut émettre de la facture électronique. Et quand on est en facture fournisseur et qu'il y a un workflow de validation que l'entreprise souhaite conserver chez elle, on peut, dans ce cas-là, là aussi, après l'intégration de la facture, par exemple, transmettre des données qui pourront être intégrées dans le ERP de l'entreprise. Merci. Une question également, la solution CIC Facture est-elle déjà prête? Oui, elle l'est et pourrait être utilisée dès janvier 2023 pour émettre des factures.
Alors effectivement, Élodie, comme tu le précises, la solution est déjà prête. Tous les services qu'on vous a présentés lors de ce webinaire sont déjà opérationnels et nous avons déjà des clients qui utilisent notre solution aussi bien pour les factures entrantes que pour les factures sortantes, sachant que nous sommes déjà interconnectés, interfacés avec Chorus Pro pour ceux qui ont des clients de la sphère publique et nous émettons déjà au format Facture X. Donc nous sommes prêts pour la loi de finances qui va s'imposer aux entreprises dès le 1er juillet 2024. Merci Christian. J'avais une question sur la fréquence de réception des factures fournisseurs dans notre outil. Est-ce qu'on est en temps réel? Est-ce qu'on est sur des batchs? Comment est-ce que cela fonctionne? Alors, elle se fait effectivement au fil de l'eau, avec une toute petite nuance, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit aujourd'hui, ce qui est encore le cas, et ce qui sera encore le cas un peu demain, des PDF, donc on les soumet à un moteur de reconnaissance optique pour en extraire les champs des données des différents champs, plus exactement. Si on complète cette prestation par ce qu'on appelle du vidéocodage, c'est-à-dire en fait un opérateur qui va intervenir pour vérifier, compléter, corriger ce qui a été lu par la machine. À ce moment-là, c'est plutôt un traitement batch et il y a effectivement un décalage entre le moment où le fournisseur envoie la facture et le moment où elle est mise à disposition sur le portail. Généralement, on est à J+1 ou J+2. Mais sinon, on est sur du temps réel et bien évidemment, lorsqu'on reçoit d'ores et déjà un fichier structuré, là, c'est mis à disposition en temps réel et avec l'intégralité des données de façon complètement exhaustive et fiable, puisque là, c'est bien les données qu'on extrait et qu'on lit et pas ce qui figure sur le lisible de la facture. Merci Christophe. J'ai une question également sur le rôle des experts comptables dans la conduite de cette réforme et notamment est-ce qu'ils se sont positionnés pour être PDP et proposer ce type de service d'e-facture? Alors, il y a deux questions, hein. Donc la première concerne le statut des experts comptables qui, lui, ne va pas évoluer. Les experts comptables n'auront pas le statut de PDP. C'est la solution, c'est l'entité qui commercialisera et proposera cette solution qui devra demander cet agrément, ce qui ne sera pas le cas des experts comptables. Ensuite, est-ce qu'ils vont proposer le type de service e-facture? Là, c'est un service qui va être proposé aux entreprises et qui pourra être mis à disposition des experts comptables à travers le point d'entrée unique que nous avons rapidement évoqué lors de ce webinaire. L'objectif étant de faciliter les échanges et les opérations pour l'expert comptable, pour ses clients, à travers justement ce point d'entrée unique. Et ce qui permettra, si l'expert comptable le souhaite, effectivement de proposer notre solution à ses clients. Merci Christian. On voit bien, il va y avoir en fait, il y a deux aspects. Il y a le premier, bien sûr, les experts comptables auront un rôle important à jouer pour accompagner leurs clients. Et c'est également aussi pour eux une mutation de leur métier qui va devoir s'orienter vers davantage de conseils et de services à valeur ajoutée, puisque tout le traitement de la facture électronique va rendre complètement obsolète tout ce qui est saisi, si tant est bien évidemment que la plateforme retenue par le client permette de faire le lien avec la préparation des écritures comptables comme ces factures le proposent. Merci Christophe pour ce complément. Je vais prendre une dernière question parce que sinon on va vous retenir un peu trop longtemps. Je vous invite aussi par le sondage, n'hésitez pas à nous indiquer que vous souhaitez être recontacté. On pourra approfondir bien entendu, on est à votre disposition. Je prends une dernière question. Avez-vous un système de signature électronique intégré? En fait, les factures qui sont émises sont un cachet de signature électronique qui permettent de garantir leur authenticité et leur intégrité. Aujourd'hui, il y a des systèmes de signature électronique au sens
des outils type DocuSign, etc. On n'a pas d'outils qui soient intégrés, mais c'est pas quelque chose qui est impossible à faire. C'est des choses qui peuvent s'enchaîner sans forcément avoir une intégration forte. En fait, on impose effectivement un cachet un jeton de signature électronique sur toutes les factures qui sont émises en facture X. Elles sont scellées à ce moment-là. Et de la même façon, quand on est en réception aujourd'hui de PDF, à la réception, on impose aussi un jeton de signature électronique pour les PDF qui n'en comportent pas. S'il en comporte un à l'origine, bien sûr, on n'impose pas de jeton. Mais oui, c'est bien effectivement ce que nous faisons et depuis l'origine. Parfait. Merci à tous. Je pense que nous allons clôturer ce webinaire. Merci de votre attention. J'espère que nous avons pu répondre à un certain nombre de vos préoccupations, de vos interrogations par rapport à ce vaste sujet qu'est cette réforme sur la facture électronique. Dans tous les cas, nous restons au CIC Sud-Ouest à votre disposition. N'hésitez pas à solliciter vos chargés d'affaires. Et nous viendrons plus en détail voir avec vous comment vous accompagner dans cette conduite de changement, comment e-facture peut s'intégrer à votre entreprise. Merci, bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.